Nous commençons ici par une présentation et des définitions, le cours sur les matériaux polymères organiques. Dans cette première page, vous pourrez consulter l'extrait du programme dont vous constaterez qu'il est extrêmement modeste et vous verrez qu'à la fin de l'ensemble des vidéos que vous aurez en consultation, l'ensemble du programme aura bien été respecté. Donc nous allons commencer par la présentation et les définitions. Donc on appelle un polymère une molécule de masse molaire extrêmement élevée, appelée aussi macromolécule. Je vous rappelle que le préfixe macro veut dire très grand, donc une très grande molécule, essentiellement constituée par la répétition, et ce mot répétition est un mot-clé, en grand nombre de groupes d'atomes, appelée unité constitutive ou unité de récurrence, qui dérive de molécules de faible masse molaire. Je vous invite à retenir cette définition par cœur, elle est parfois demandée dans les sujets. Le motif constitutif, ou l'unité de répétition, ou l'unité monomère, ou aussi ce qui a été donné dans la définition, l'unité constitutive, ou l'unité de récurrence, est la plus petite unité constitutive dont la répétition conduit à une macromolécule régulière. Donc, la définition induit qu'il y a des unités de répétition, c'est la plus petite unité qu'il faudra répéter. Ce motif, moi c'est le terme que j'utiliserai en permanence, alors qu'il y a à peu près 5 façons de représenter la chose. Ce motif est mis entre parenthèses, il est indicé n pour signaler le nombre de répétitions, et on obtient ainsi la représentation du polymère. Donc il me paraît intéressant, parce que le programme vous le demande, de savoir à la fois construire un polymère à partir d'un motif qui est donné, c'est le cas que je vous présente ici. Vous avez des motifs, comme ils doivent être répétés, je les ai répétés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Et donc, à partir de ce motif, on peut les accrocher entre eux pour construire le polymère. Donc, je suis en train ici de répéter ce motif pour construire le polymère, comme ceci. Je rajoute les motifs les uns au bout des autres, tels des wagons qui s'accrocheraient les uns aux autres pour constituer un train. Ce train étant irréaliste puisque le nombre de motifs est certainement absolument énorme et bien supérieur aux pauvres 8 motifs que je raccroche ici. Une fois que le polymère est construit, eh bien, vous devez être capable de reconnaître le motif. Donc, c'est pas compliqué puisqu'on vient de le construire. Donc, en clair, l'idée, c'est j'enlève un motif, donc je le coupe et je peux le coller juste à côté de cette façon-là sur la chaîne, de telle façon que je suis capable de construire cette chaîne. Donc, il faut choisir le bon point de rupture, de coupure. Et donc, ici, je viens de le faire. Et on va marquer ce point de rupture par un crochet, comme ceci. Donc, le motif est mis entre crochets, comme ceci. Donc, extrait de cette façon-là, je l'enlève, et pour représenter le polymère, eh bien, en réalité, je prends un motif, je le mets entre crochets, et je rajoute l'indice n pour dire, ben voilà, mon polymère, c'est tout ça. Donc, j'ai ici le polymère, que je vais reconstruire de façon un petit peu plus courte, représenté avec sa chaîne, et une autre représentation de ce polymère, c'est le motif entre crochets, petit n fois. Vous connaissez ça, vous l'avez déjà vu au lycée. Je peux représenter la même chose en partant cette fois-ci d'une chaîne sans vous en présenter le motif dès le début. Donc voici une chaîne de polymères, très facile à lire, ou couper pour avoir une répétition. Donc je prends un crochet, j'essaye de couper quelque part. Est-ce que par exemple je peux couper ici ? Vous voyez bien que si vous preniez ce qui est ici entre crochets, que vous le décaliez d'une place, vous ne tomberiez pas sur la même chose, puisqu'ici vous avez un CH avec un benzène et juste à côté c'est un CH2. Donc on n'a pas bien coupé, donc on recommence et on a besoin d'un CH2 à côté du CH et bien évidemment il s'agit de couper ici. Donc le motif sera représenté, donc si je coupe ici, regardez, je prends ce motif, il est là, couper, coller, et je tombe bien sur la chaîne de polymère. Et donc le motif c'est celui-là, le polymère pourra être représenté de la façon suivante, un crochet de chaque côté, un indice n, et la représentation qui est ici est exactement la même que la représentation qui est là. Un troisième exemple, peut-être un petit peu plus compliqué, vous avez ici la représentation du nylon 6,6. Alors,
on constate quoi? Ah ben, on voit une fonction amide qui se répète avec une fonction amide, qui se répète avec une fonction amide, et on se dit, oh ben, c'est pas compliqué, je n'ai qu'à construire des fonctions amides qui se répètent. Combien il y a de carbone entre mes fonctions amides? 1, 2, 3, 4 carbones, C double liaison O, C double liaison O. Alors, je vais prendre 2 carbones d'un côté, 2 carbones de l'autre, donc je décide, hop, je vais couper là, et puis je vais couper là, et j'aurai bien mes 4 carbones entre mes deux fonctions amides. Donc en clair, j'ai construit ce motif. Voilà. Et donc je me dis vérifions. Donc je vérifie, je multiplie les motifs, je les accroche les uns aux autres, et j'ai travaillé trop vite et j'ai mal travaillé. Vous constatez que le polymère que je dessine ici n'est pas du tout le polymère qui est proposé là-haut, puisqu'on a bien des fonctions amides séparées par 4 carbones, mais on n'avait pas prêté attention à la façon dont les fonctions amides s'enchaînaient. En réalité, 4 carbones entre deux fonctions amides, c'est vrai, mais les fonctions amides sont inversées. En réalité, c'est 4 carbones ou 6 carbones avec 2 C double liaison O, et puis encadré par 2 azotes, et 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones entre 2 azotes. Or là, qu'est-ce que j'ai construit? J'ai construit un azote, et la fonction d'après, c'est un C double liaison O. Donc c'est pas du tout le même polyamide. C'est un polyamide, mais ils sont différents. Donc, le polyamide qui est ici, entre crochets, existe bien, mais ce n'est pas le polyamide qu'on me demandait de construire. Je ne sais pas pourquoi les crochets disparaissent, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, je sais pourquoi. Bon, peu importe. Je vais décaler le crochet. Bon, peu importe. Donc le crochet est ici. Ce polyamide, c'est bien celui-ci, mais ce n'est pas celui qu'on me demandait de travailler. Alors je vais essayer de travailler un peu plus intelligemment. Et donc je vais partir par exemple ici de ce C double liaison O, et je vais essayer de trouver l'unité de répétition. Donc C double liaison O, je vais à un C double liaison O, ensuite je vais à un NH, je continue, je vais à un autre NH qui est raccroché à un C double liaison O. Mais ça, je l'avais là. Donc ce NH là, son image, c'est celui-ci. Et donc ce crochet là, j'aurais dû le mettre là pour extraire ce motif. Alors je réfléchis, est-ce que ça fonctionne bien? Donc le motif, il est écrit là. Les crochets sont dessinés ici. Est-ce que je reproduis? Oui, tout à fait. Cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, le motif, c'est celui-là, avec un nombre n de motifs. Donc, les deux polymères qui sont là ne sont pas identiques. De même que les deux polymères qui étaient là n'étaient pas identiques. Donc il faut prêter grande attention à la façon dont on coupe nos chaînes pour tomber sur le bon motif, la bonne unité de récurrence représentative du polymère. Alors, pour finir, vous avez ici, pour finir dans les définitions, vous aviez ici l'unité monomère avec ce mot monomère. Qu'est-ce qu'on appelle un monomère? Eh bien, on appelle un monomère là où les molécules qui, par réaction sur elles-mêmes, par addition ou condensation, conduisent au polymère. Alors, une addition, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement que dans le bilan, rien n'est perdu, il n'y a aucun autre produit que le polymère. Donc si vous mettez en réaction N monomères, vous construirez un polymère qui contiendra ces N monomères, et c'est tout, le bilan s'écrit très facilement. Ça, c'est de la polyaddition. Le terme consacré, c'est polyaddition. Si au contraire, vous faites de la condensation, vous utilisez N monomères, mais lorsque vous construisez le polymère, vous faites échapper un certain nombre X de petites molécules. Et qu'est-ce que sont ces petites molécules? Eh ben, c'est soit de l'eau, soit de l'alcool, soit du diazote, enfin un certain nombre de petites molécules que vous pouvez éliminer, qui vont disparaître du monomère de telle sorte que le polymère se construit. L'exemple typique, c'est la formation d'un polyester, par exemple, entre un acide carboxylique et un alcool. Vous allez éliminer de l'eau chaque fois que vous formerez la fonction ester. Pour finir, pour qu'un polymère constitue un matériau au sens physique du terme, il faut obtenir une masse molaire supérieure à 10 kg par mol. C'est très largement supérieur à toutes les molécules de chimie organique que vous connaissez.
En effet, parce que pour avoir un matériau, c'est-à-dire quelque chose que vous pouvez mouler, façonner à votre guise, qui a des propriétés de dureté, par exemple, suffisantes pour en faire un objet, eh bien, il faut une masse molaire minimale. Et donc, un polymère obéit aussi à un cahier des charges en termes de qu'est-ce qu'on va en faire en termes de matériaux. On peut observer des masses molaires qui montent jusqu'à 10 puissance 7 grammes par mol, soit 10 puissance 4 kg par mol, pour comparer, de 10 à 10 puissance 4, ce qui veut dire que quand vous avez un objet tel une bassine, en réalité, vous avez certainement moins d'une mole de matériaux polymères en main. On peut maintenant passer à des exemples de polymères. Donc je vais commencer par des polymères naturels. Donc on peut citer toutes les protéines. Donc les protéines, vous savez très bien qu'elles elles font partie de notre corps en termes d'acides nucléiques, d'enzymes, mais ce sont aussi des polymères qui constituent le matériau soie, laine ou collagène du cuir. Donc ces matériaux qui sont assez solides sont constitués de polymères qui sont des protéines. En gros, ce sont des polyamides. Donc je vous ai dessiné ici un motif de façon très générale où vous avez ici une amide, une chaîne carbonée quelconque, marquée R ici, entre crochets, donc ça c'est un polyamide, c'est la version la plus réduite qui soit, un petit peu trop minimaliste, de tout ce qui est protéines, donc soit laine, collagène. Vous avez d'autres matériaux naturels qui sont l'amidon, par exemple, vous avez ici une représentation rapide de ce qu'est l'amidon de maïs. Donc vous remarquerez que ce sont des sucres qui sont additionnés les uns aux autres et qui sont reliés via ces carbones que j'ai marqués en rouge, dont vous remarquerez qu'ils portent la fonction acétale, puisque la fonction acétale, c'est un carbone qui porte deux fonctions éthers. Nous avons bien ici sur ce carbone un O puis un autre carbone, un O puis un autre carbone, ce sont bien deux fonctions éthers sur le même carbone, c'est donc une fonction acétale. Eh bien, à l'extrémité de chacun de ces sucres, vous avez cette fonction acétale, et cette fonction acétale est reliée à l'autre sucre. Et on parle de jonction par fonction acétale. Je vous rappelle que les fonctions acétales sont très stables en milieu basique. Ça vous donne des molécules qui sont très stables en milieu basique. Par contre, en milieu acide, on peut faire la désacétalisation. Les amidons sont assez sensibles au milieu acide et peuvent être détruits en milieu acide. Les amidons sont comestibles, ils sont notre réserve de sucre, on les appelle des sucres lents, dont notre organisme est capable de les digérer. Par contre, la cellulose, et que l'on trouve dans le cotin, le lin, le chanvre, le bois, enfin plus généralement qu'on va trouver dans tout ce qui est végétal, vous savez bien que on ne la digère pas. Les ruminants digèrent la cellulose alors que nous ne la digérons pas. Alors, pour quelle raison est-ce que c'est fort différent? Eh bien, en réalité, c'est pas si différent que ça. C'est ce que j'ai effacé parce que j'avais oublié de le faire avant. Ce n'est pas si différent que ça. En réalité, c'est une différence mineure par rapport à l'amidon. Vous constatez ici que vous avez la stéréochimie de ces acétals qui est systématiquement la même. Nous avons ici la chaîne carbonée vers l'avant, un des oxygènes de l'acétal vers le haut en arrière, et ici l'oxygène de l'acétal vers le bas. Eh bien, dans l'amidon, une jonction entre sucre sur 2 se fait dans l'autre sens. Vous allez avoir ici l'oxygène à la place de l'hydrogène, et puis la jonction vers le haut, avec évidemment disparition de cette jonction, avec l'hydrogène ici à la place. Donc, je peux faire disparaître cette jonction, comme ceci, bon, grossièrement. Et donc, si je fais une modification comme ça, d'une jonction sur 2, donc la suivante serait ici avec le cycle qui vient là, et puis ici un hydrogène, avec disparition de cette liaison ici, puisque la jonction se ferait par le haut, eh bien vous auriez ici la molécule de cellulose. Vous constatez la très faible différence entre la cellulose et l'amidon, et donc cette cellulose, elle diffère uniquement par la stéréochimie d'un acétal sur 2, et ça suffit pour que nous ne le digérions pas. Pour continuer, chitine et chitosane sont assez célèbres, on en parle pas mal en ce moment comme des nouveaux polymères. De quoi s'agit-il? Eh ben, vous reconnaissez à nouveau une structure qui ressemble à un sucre. Alors la différence, elle est là, vous avez ici un azote avec même une fonction amide qui est venue se greffer à la place de ces oxygènes ici. Donc c'est assez peu différent, mais ça donne des propriétés
fort variable, d'autant plus que la chitine, c'est ça, la chitosane, ben vous avez hydrolysé l'amide, donc hop, vous avez enlevé cette partie-là et vous récupérez NH2, et donc ça donne de grandes possibilités de liaison hydrogène entre les chaînes, et donc des propriétés mécaniques très différentes, nous le verrons plus tard. On poursuit le listing de ces matériaux. Je vous ai fait un encadré ici où je vous disais que tous les polymères précédents se prêtent à une structure en chaîne parce qu'on a des liaisons hydrogènes comme je vous le disais. Alors un autre type de polymère naturel, le caoutchouc naturel, c'est l'extrait de sève ou d'EVA. Alors voici le motif de ce caoutchouc naturel. Donc vous reconnaissez ici 4 carbones avec une double liaison, donc c'est donc un alcène, ici avec un CH3, et donc le motif, donc vous copiez, collez, vous le mettez à côté, vous avez votre chaîne de polymères que j'ai représentée par un petit zigzag ici, donc on fait des grandes chaînes de polymères à base de ce motif-là. Alors, si vous prenez l'EVA naturel, il est fluent, c'est-à-dire qu'en réalité, vous ne pouvez pas en faire grand-chose, parce que bien que polymère, les liaisons entre les chaînes, contrairement à ce qu'on a avec les protéines, les polyamides, où il y a des liaisons H et qui font qu'elles sont très bien liées les unes avec les autres, bah ici, point de liaison H, donc elles sont pas liées, elles peuvent beaucoup bouger les unes par rapport aux autres, et ça vous donne des matériaux, l'EVA naturel, il est plus ou moins visqueux, il est plus ou moins liquide, et c'est pas vraiment un matériau. Et donc pour en faire un matériau, on attache artificiellement les chaînes entre elles, et ça se fait par un procédé qu'on appelle un procédé de vulcanisation. C'est un procédé qui a été inventé par Monsieur Goodyear. En l'occurrence, on fait intervenir du soufre. Donc vous avez ici des groupes soufre, des chaînes de soufre à X atomes de soufre qui sont ici, qui ont été introduites. Donc là, j'ai X atomes de soufre, là j'ai un petit 1, donc il y a un seul soufre qui a réussi à accrocher ces deux chaînes entre elles. Donc ici, la jonction sera plus courte que là. Ici, voilà, une autre jonction avec 2 atomes de soufre, tel que c'est mentionné là. Ces chaînes sont accrochées entre elles. Ce procédé s'appelle la vulcanisation. Eh bien, si on fait de la faible vulcanisation, on va pas trop les accrocher, on va garder la souplesse de l'état initial. Eh ben, c'est ce qu'on fait avec des pneus. Mais on peut faire des vulcanisations extrêmement importantes. Vous le savez peut-être moins, mais en fait, à la base des pneus, c'est la même chose que la base de clarinette ou de saxophone, par exemple, que l'on peut construire en ébonite. L'ébonite, c'est les becs de clarinette et de saxophone qui sont construits comme ça. Certaines clarinettes sont carrément complètement en ébonite. C'est tout simplement qu'on a multiplié le nombre de ces ponts verts de soufre pour en faire un matériau hyper dur qui n'a plus aucune souplesse. Vous remarquez aussi qu'il reste, quand on pratique cette vulcanisation, il reste ici des morceaux de soufre qui n'ont pas conduit à l'accrochage de chaînes entre elles. Ça reste en suspens comme ça. Et le problème, c'est que quand vous allez chauffer, brûler, etc., eh ben vous allez réaccrocher ces chaînes. Donc en chauffant, vous allez rendre le matériau plus dur. Donc en gros, chauffer un pneu, commencer à le faire brûler, eh ben il va continuer sa vulcanisation, passer par le stade ébonite avant finalement de brûler. Donc vulcaniser un matériau, c'est extrêmement subtil dans le dosage et les effets de température pour obtenir ces ponts en soufre. Je vais poursuivre ce paragraphe par la présentation de polymères artificiels. Donc je vous présente ici des polymères fort connus, dont vous avez forcément entendu le nom. Vous avez ici le polyéthylène. Le motif monomère est celui-ci. Et le monomère qui a conduit à ça, vous le trouvez dans le nom, c'est l'éthylène. C'est donc CH2, double liaison, CH2, fort connu, éthylène. Ou éthène en nomenclature officielle. Vous avez ici le polypropylène, en appellation normalisée c'est PP, et donc le motif c'est le propylène. Alors bon, les polyméristes sont un peu fâchés avec la nomenclature, donc en réalité le nom officiel c'est le propène, bien entendu. Donc c'est le propène qui constitue le monomère qui a servi à faire le polymère dans lequel on trouve l'unité, le motif qui est ici. Ensuite, je vous ai cité le polychlorure de vinyle, toujours pareil, fâché avec la nomenclature. Le chlorure de vinyle, qu'est-ce que c'est? C'est du chloroéthène. Donc c'est du chloroéthène. Et pas du tout le chlorure de vinyle. Alors globalement, on appelle vinyle
une double liaison liée à quelque chose. Donc, la mention vinyle qui n'est pas du tout officielle, c'est ça. Ça, c'est le groupe vinyle. Donc, chlorure de vinyle, ça vous explique pourquoi. Donc, vous avez ici le polystyrène. Le polystyrène, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est ça, on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, le monomère qui a conduit à ça, il y avait une double liaison avant que les carbones ne soient accrochés. Vous remarquez, là, il y avait une double liaison avant que les carbones ne soient accrochés. C'est de la polyaddition qui permet d'obtenir tous ces polymères. Double liaison avant qu'ils ne soient accrochés, etc. Donc là, c'est pareil. Et donc, vous avez une double liaison avec le groupe benzène. Donc, c'est un polystyrène, ce truc-là s'appelle du styrène. Comme ceci. Donc là, vous avez le PMMA. La double liaison, elle était là avant. Et donc, vous avez ici le méthacrylate de méthyle. Donc, le méthacrylate de méthyle, qu'est-ce que c'est? Ben, vous avez ici le méthyle et vous avez ici la fonction ester, d'où le mot at, acrylate de méthyle. Donc, le monomère, c'est celui-ci. C'est le méthacrylate de méthyle. Pour finir, vous avez le célèbre polytétrafluoroéthylène, PTFE, et vous reconnaissez ici son nom commercial, le téflon. Donc c'est un tétrafluoroéthylène. Pour une fois, ils ont gardé le nom officiel. Donc la double liaison était ici, elle a cassé pour pouvoir donner le polymère. Voilà, donc vous avez ici dans la colonne de droite l'utilisation de ces polyéthylènes. Malheureusement, on rencontre parfois dans les sujets de concours la question de culture générale où on va vous demander de citer des choses qui sont fabriquées en polyéthylène. Alors en polyéthylène, c'est les sacs plastiques qui sont dorénavant interdits, qui sont fabriqués avec ça, des flacons, des bidons, des films d'emballage, etc. Vous avez le polypropylène, l'intérieur de la vaisselle, quand ils sont pas en inox, sont faits en polypropylène, des cordes, des ficelles, etc. Le polychlorure de vinyle, les bouteilles d'eau sont faites en PVC, polychlorure de vinyle et des films d'emballage alimentaire. Le polystyrène, ben vous soupçonnez peut-être pas, mais vos pots de yaourt sont faits en polystyrène. Et puis bien sûr, vous avez le fameux polystyrène expansé pour faire les isolants. Le polyméthacrylate de méthyle, on en fait des matériaux transparents, des lentilles d'appareil photo et même de lunettes, des plaques pour faire des vitres. Donc le PMMA, c'est ce qu'on utilise pour faire tout un tas de matériaux transparents. Et pour finir, le téflon, bon celui-là vous le connaissez, c'est des revêtements anti-adhérents et des joints en plomberie, des petits films très fins de téflon qui permettent de faire une étanchéité. Voilà, donc à vous de voir si vous souhaitez apprendre pour chaque matériau, polyéthylène, polypropylène, ce sont les matériaux les plus célèbres qu'il convient de connaître, avec au moins un exemple d'utilisation. Les exercices, nous les ferons plus tard. Je vous propose dans les exercices 1 et 2 de faire des polyadditions pour construire des polymères. Et puis, dans les exercices 3 et 5, de faire des polycondensations pour faire, ou des réactions autres classiques de chimie organique pour faire ces polymères. Donc après cette présentation générale, nous pourrons nous intéresser à la classification des polymères, mais ce sera une autre vidéo.